Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État participe à la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Forum de la diplomatie d'Antalya en Turquie. Aux nouvelles nationales, le lancement des travaux de réhabilitation des pistes Obok Medhoy, Obok Alidada et Walabol. Aux nouvelles mondiales, à Gaza, plus de 100 personnes tuées lors d'une distribution d'aide. Les détails dans cette édition de 22 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a pris part ce matin à la 3e édition du Forum diplomatique d'Antalya en Turquie. Cette conférence internationale dévolue à la recherche des solutions efficientes et durables aux crises multiformes les plus en vue dans le monde. La 3e édition de ce forum est sous le thème « Élever la diplomatie au milieu des crises ». Ce forum a réuni près de 4500 personnes, dont 19 chefs d'État et 57 représentants internationaux. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la situation en Palestine, qui a été le sujet majeur dans l'agenda de ce forum des chefs d'État et de gouvernement. Les participants ont souligné l'importance de promouvoir la diplomatie, qui est l'un des outils fondamentaux pour résoudre les crises mondiales actuelles. La montée en puissance des alliances stratégiques au détriment des solutions viables pour résoudre les conflits actuels dans le monde, ainsi que le manque de solidarité des États face aux répercussions des crises transcontinentales récurrentes et l'augmentation des tensions résultant des disparités culturelles sont autant des préoccupations alarmantes. Ces facteurs parmi d'autres sont susceptibles de compromettre les fondements juridiques sur lesquels repose notre monde, menaçant ainsi les équilibres essentiels à sa stabilité. Un autre sujet majeur a été celui de la sécurité régionale. Des tensions persistantes dans diverses régions du monde ont été mises en évidence la nécessité d'une diplomatie préventive et d'une coopération accrue entre les États. Les participants ont appelé à un dialogue ouvert et inclusif pour résoudre les conflits et promouvoir la stabilité à long terme. Ce forum diplomatique d'Antalya a offert une plateforme essentielle pour affirmer l'importance du dialogue, de la collaboration et de l'action pour faire face à des défis complexes. Cette conférence a démontré que la diplomatie reste un outil indispensable pour forger un avenir plus juste, pacifique et prospère pour tous. Le président de la République de Djibouti, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a rencontré le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, en marge de la 3e édition du Forum diplomatique d'Antalya, en Turquie. Une rencontre qui a servi de cadre en vue d'aborder plusieurs sujets, notamment l'importance de ce forum, des sujets liés à la coopération bilatérale, ainsi que des défis mondiaux qui nécessitent une action concrète, une action concertée. Les liens entre Djibouti et la Turquie, ainsi que les voies et moyens de renforcer davantage les relations déjà privilégiées entre les deux pays, mais aussi redynamiser les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays ont été les sujets abordés entre les deux chefs d'État. Les deux dirigeants ont exprimé leur engagement à approfondir la collaboration entre Djibouti et la Turquie pour promouvoir la stabilité et le développement dans la région de la Corne de l'Afrique et au-delà. Une rencontre qui a été également l'occasion pour les deux présidents d'échanger sur les défis régionaux et mondiaux, tels que la situation actuelle en Palestine, la sécurité régionale et les défis divers que fait face plusieurs pays. Ils ont souligné l'importance d'une approche multilatérale pour résoudre ces problèmes et ont réaffirmé leur engagement envers les principes de coopération, de dialogue et de solidarité. Cette rencontre entre le président Ismaël Omar Guelleh et le président Tayyip Erdogan témoigne de l'importance croissante des relations entre Djibouti et la Turquie, ainsi la volonté des deux chefs d'État de travailler ensemble pour relever les défis communs auxquels le monde est confronté. Une nouvelle nationale à présent, je vous le disais dans le titre, la ville d'Obok a été le théâtre d'un événement historique alors que les travaux de réhabilitation des pistes Obok Medhoy et Obok Alidada ont officiellement débuté. Cette initiative, couvrant une distance d'environ 100 km, promet de transformer des routes auparavant impraticables aux voies modernes et fonctionnelles, ouvrant ainsi la voie à un avenir prometteur pour les communautés locales. Mené par le conseil régional d'Obok, cet événement a marqué la première fois où une collectivité locale s'est appropriée la gestion de la voirie et des pistes, démontrant ainsi sa capacité à mobiliser l'agence djiboutienne des routes, l'ADR, pour des travaux de réhabilitation de cette envergure.
Placé sous l'égide de son Excellence, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroun, et de l'équipement et des infrastructures, son Excellence, M. Hassan Mohamed Ibrahim. L'événement a été honoré également par la présence du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah. Les personnalités de premier plan, telles que le président du conseil régional d'Obok, le directeur général de l'ADR, M. Souban Saïd Ismail, ainsi que les représentants de l'Union européenne et du programme Adil Expertise France ont également marqué de leur présence cette cérémonie. Les avantages potentiels de ce projet sont considérables. En plus de l'amélioration de la connectivité, la rénovation de ces axes routiers permettra de réduire considérablement la durée de transport, de stimuler le secteur touristique en facilitant l'accès à des destinations autrefois difficilement accessibles, mais aussi d'offrir un meilleur accès aux services essentiels tels que les soins de santé et l'éducation. Cette collaboration entre le gouvernement djiboutien et ses partenaires internationaux, en particulier l'Union européenne, témoigne d'un engagement commun envers le progrès et l'inclusivité. La finalisation de ces travaux de réhabilitation est prévue dans 10 mois, ouvrant ainsi la porte à une nouvelle ère de développement et de prospérité pour la région d'Obok. Cet événement marque un jalon significatif dans l'histoire de la région, symbolisant un pas audacieux vers un avenir plus prometteur et plus connecté pour ses habitants. À la fin de la cérémonie, les officiels ont lancé le coup d'envoi de ce projet phare pour la communauté rurale d'Obok. Les autorités locales, le préfet et le président du conseil régional ont tous, aux tribunes, rappelé que le projet de piste rurale joue un rôle vital dans les vies quotidiennes de la population de cette région. Nous, que ce soit le conseil régional ou la préfecture d'Obok, l'accès est la priorité des priorités dans notre programme pour 2024-2025. Donc, les travaux qui commenceront aujourd'hui pour Orobor Medehou et plus tard à Obok, à Leilou, nous permettront de désenclaver la capitale de la région, mais aussi vont améliorer l'accès à la mobilité, surtout pour la localité de Medehou, où donc les habitants de Medehou pourront nous ramener plus rapidement leurs fruits et légumes et surtout l'incontournable miel très réputé à Djibouti, celui de Medehou. Et la même chose pour Aleilou aussi, où nous pourrons enfin goûter les cacahuètes de Aleilou. Excellence, honorable et toute la délégation, je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis Arhiba Hayou. Les pistes rurales sont un élément essentiel du développement car elles permettent aux populations rurales d'accéder plus facilement aux services sociaux de base et l'échange des biens et la mobilité des personnes, contribuant ainsi à la dynamisation de notre économie locale. Malheureusement, bon nombre de pistes rurales sont dans un état de dégradation avancée, rendant difficile l'accès aux services essentiels des populations. C'est pourquoi le conseil régional d'Obok a pris la ferme résolution de financer sur le programme ADIL la réhabilitation des pistes rurales, celle de Orobor Medehou et celle de Obok Al-Dada Walabol, qui en sont une parfaite illustration. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que parmi les principaux points soulevés par la population d'Obok, aussi bien lors du dialogue avec le président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Al-Hajj Omar Guelleh, que lors de la planification du PDR, les problèmes liés à l'accès étaient une priorité. C'est pourquoi le Conseil régional d'Obok, conformément à la politique du chef de l'État, fait de la réhabilitation des pistes rurales une priorité absolue. Grâce donc au soutien du gouvernement et sur financement de l'Union européenne, nous pouvons, Inch'Allah, concrétiser la réhabilitation des 2 pistes importantes qui sont celles de Orobor et Medehou et celle de Obok et Al-Dada avec extension sur Walabol, dont nous procéderons aujourd'hui au lancement des travaux. Ces travaux permettront de remettre en état les pistes
avec construction des radiers sur les passages des Zuèdes. Pour la pérennité de ces projets, le Conseil régional de Boc prévoit de mettre à disposition de la communauté riveraine des outillages pour entretenir les pistes. Une fois les travaux achevés, les populations riveraines sauront tirer les bénéfices de ces pistes en exploitant aisément les potentialités de leurs localités respectives. On écoute à présent un extrait de l'intervention de l'ambassadrice de l'Union européenne. Dernière décennie, l'Union européenne a soutenu des réformes de décentralisation dans le monde en mobilisant un montant croissant de fonds et en utilisant différents points d'entrée, par exemple le soutien aux politiques nationales et des initiatives ascendantes. Ici, dans cette région, nous accompagnons sans cesse la République de Djibouti dans ses efforts de décentralisation, de gouvernance et de développement local qui sont partie intégrante de la vision 2035 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Mesdames et messieurs, après 4 années, ce projet est vraiment un succès et je suis heureuse de voir que ce projet produit des résultats souhaités et apporte un changement significatif dans les régions et contribue au développement local pour améliorer la qualité du service public. L'événement d'aujourd'hui matérialise le désenclavement de la population vivant dans les localités d'Orobor Médého et Obok Alali Dada. Donc ces pistes rurales jouent un rôle vraiment vital dans nos vies quotidiennes. Elles sont les artères qui relient les villages aux chefs-lieux. Elles permettent le transport des biens et des services essentiels. Elles favorisent l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Ce projet est le plus important investissement du Conseil régional d'Obok. Il sera mis en œuvre par l'Agence djiboutienne des routes, ADR. L'ADR est l'agence publique chargée de l'entretien et de la réhabilitation des pistes rurales. C'est la première fois qu'une collectivité djiboutienne mobilise directement l'ADR. Dans le cadre des compétences transférées, il est très intéressant de voir une collectivité s'approprier la gestion de la voirie et des pistes et d'être en mesure de mobiliser l'ADR pour des travaux de réhabilitation. Le secrétaire général de la primature a quant à lui indiqué que cet événement marque le début d'un projet qui revêt une importance capitale pour la région et la nation dans son ensemble. L'éducation et l'entrepreneuriat sont au cœur de nos préoccupations. Nous croyons fermement que ce sont ces piliers qui permettront à notre société de prospérer et de s'épanouir, a-t-il ajouté. Le secrétaire général de la primature, M. Neguib, a exhorté les localités bénéficiaires de ces projets l'importance de préserver les équipements et matériels utilisés pour la construction de ces routes. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, s'est réjoui encore une fois de prendre part à cette cérémonie de lancement des pistes rurales. Je me trouver parmi vous aujourd'hui pour lancer un projet régional qui symbolise notre engagement envers le développement local à travers la remise en état des pistes rurales. Ces travaux pilotés par l'Agence djiboutienne de routes et financés par l'Union européenne représentent un investissement considérable de 45 millions de francs Djibouti sur une période de 4 mois. Il vise à restaurer les pistes rurales reliant d'Orobor à Médého sur une distance de 22 km comprenant 9 radiers, 75 km, ainsi que la route de Bok à Alaïl Dada jusqu'à Walabol, étendue sur 75 km, comprenant 4 radiers. Ces pistes rurales vont constituer des artères vitales pour le désenclavement de la région et contribueront à la mobilité des biens et des personnes en vue d'impulser l'essor économique local. De plus, cela stimulera le tourisme, encouragera les opportunités d'investissement et constituera un véritable catalyseur pour le développement économique de la région d'Obok. Cependant,
je tiens à souligner l'importance du plaidoyer des autorités locales en faveur de ces rénovations tant attendues. Enfin, je tiens à réaffirmer l'engagement constant du gouvernement à accompagner le développement inclusif et durable de notre région. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence M. Qassim Haroun Ali, a dans un discours mis en lumière l'importance cruciale de ce projet pour la région et le pays. Originaire d'Obok, je suis très honoré de faire partie de ce projet et d'autant plus honoré que des personnalités prestigieuses de ma région participent à cet événement entassé de convivialité. D'emblée, qu'il me soit permis de féliciter toutes les équipes et l'ensemble des parties prenantes qui ont conjugué leurs efforts pour l'organisation de ce remarquable événement. Un événement qui revêt une importance toute particulière pour le pays, qui a opté pour la décentralisation et le développement local, sous le leadership éclairé de notre président, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, qui est l'initiateur des grands chantiers de développement et des réformes politiques, et qui a mis en place un ministère chargé de la décentralisation pour s'occuper des régions. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la préparation de ces événements, que ce soit par leur soutien logistique, financier, expertise technique, encouragement constant. L'enclavement rural est une priorité nationale. La relation entre les voies d'accès et le développement humain et économique est fortement liée. La route arrive, le développement arrive et prend son envol. La construction des routes constitue les prémices de tout développement économique et social. Il s'agit de créer des voies qui deviennent des artères de développement ayant un impact sur la promotion de la croissance, la circulation et les échanges de biens et de personnes, renforçant la connectivité et améliorant la qualité de vie des populations. Il ne s'agit pas seulement de construire des routes ou des pistes, il s'agit de construire des voies vers la prospérité et l'inclusion. Pour faire aboutir ces projets, nous avons travaillé main dans la main avec le Conseil régional de Bok, l'ADR, la préfecture et l'Expertise France. Je voudrais attirer l'attention des autorités locales et communautaires pour la nécessité d'une surveillance régulière de l'état des pistes pour les débroussailler, évacuer les mares des eaux de pluie stagnantes qui vont impacter les pistes et faire les travaux de revêtement qui apparaîtront. Les moyens matériels seront mis à la disposition des communautés vivant le long de ces pistes pour entreprendre des entretiens réguliers. Une implication des communautés bénéficiaires du projet est nécessaire pour mener des travaux préventifs pour que les pistes soient praticables. On écoute à présent la réaction du directeur général de l'agence des routes de Djibouti, ADR, M. Soubaneh Saïd Ismail, qui a souligné que ce projet se poursuivront dans les autres 5 régions de l'intérieur. Les travaux qui viennent de démarrer aujourd'hui concernent la réhabilitation des pistes rurales de Médého et de Alaïdada, la première de 22 km et la deuxième de 75 km. Seront réalisés par la brigade nord de l'agence djiboutienne des routes. Les coûts de ces travaux seront supportés par la région d'Obok à travers le programme ADIL. L'objectif étant de désenclaver les régions et de faciliter l'accès aux services de base. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un programme de désenclavement des régions est en cours. Les études vont bientôt démarrer. Autre actualité de ce journal, à la tête d'une délégation sectorielle de haut niveau regroupant des cadres du ministère du Travail, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, ainsi que de la Femme et de la Famille. Son Excellence M. Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, a participé au 5e forum ministériel régional sur la migration qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie du 26 au 29 février 2024. Sous le thème « Exploiter le potentiel des voies des migrations régulières pour l'emploi des jeunes, le développement des compétences et l'économie verte », ce forum a réuni les ministres du Travail de 11 pays de l'Est et de la Corne de l'Afrique pour discuter de l'harmonisation des politiques migratoires. L'objectif était de favoriser une migration de main-d'œuvre sûre, régulière et humaine afin de maximiser les avantages de l'intégration régionale en matière de mobilité humaine.
Ils se sont engagés à adopter une approche unifiée en faveur de migration, de travail sécurisé, régulière et respectueuse de la dignité humaine. En marge de ce forum, le ministre Omar Abdi Saïd a tenu plusieurs rencontres bilatérales. Il a notamment discuté avec la directrice régionale de l'OIM sur le renforcement des partenariats entre son ministère et le bureau de l'OIM à Djibouti. De plus, il s'est entretenu avec l'ambassadeur du Canada à Djibouti, basé à Addis Abeba, en présence de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, afin d'explorer les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la migration de main-d'œuvre entre Djibouti et le Canada. Enfin, il a eu une réunion avec son homologue burundais pour discuter de la promotion d'une migration du travail plus sûre, régulière et respectueuse de la dignité humaine. On écoute un extrait du discours du ministre du Travail djiboutien. Il est indispensable d'accorder une attention particulière à la question de la mobilité de la main-d'œuvre dans notre région, où les défis démographiques et économiques appellent des solutions innovantes et concertées. Les flux migratoires peuvent jouer un rôle majeur dans le développement humain et socio-économique de nos États, à condition que celle-ci, toutefois, ait disposé d'un cadre juridique et politique adéquat. L'objectif principal doit être de garantir des conditions justes, équitables et sécurisées pour les travailleurs migrants, tout en veillant à préserver les droits fondamentaux des populations locales. Et pour atteindre cet objectif, il convient d'encourager la ratification et la mise en œuvre effective des instruments internationaux relatifs aux droits des migrants, notamment la Convention de l'OIT sur les travailleurs migrants, la Déclaration de l'Organisation internationale pour les migrations relatives aux principes et engagements en matière de gouvernance et d'immigration de 2018 et le Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières adopté en 2018. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, distingués invités, dans ce contexte, j'aimerais insister sur 3 points essentiels. Tout d'abord, la nécessité d'investir davantage dans l'éducation et la formation professionnelle des jeunes en vue de doter notre population respective d'un capital humain capable de relever les défis posés par l'évolution rapide des technologies et des marchés. Il s'agira également de faciliter la reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifications obtenus dans les pays membres de ce forum afin de favoriser la mobilité interrégionale des travailleurs hautement qualifiés. En second lieu, la promotion des partenariats entre les secteurs publics et privés visant à encourager la création d'opportunités d'emploi durables et décents dans les domaines porteurs de croissance, tels que l'économie verte, l'industrie manufacturière et les services numériques. À titre illustratif, citons le projet Compact West Africa, initié par les G20, qui ambitionne de soutenir le développement économique de notre continent, grâce à des investissements ciblés dans les infrastructures, l'entrepreneuriat et l'innovation. Enfin, la consolidation des mécanismes existants des dialogues sociaux et tripartites impliquant les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs en vue de formuler des politiques publiques cohérentes et inclusives en matière d'immigration des main-d'œuvre. Cette approche participative permettra non seulement d'assurer une meilleure prise en compte des attentes et préoccupations des parties prenantes, mais aussi de renforcer la confiance et la solidarité au sein de nos sociétés. Au deuxième jour de sa mission de travail à Nairobi, dans la capitale kényane, et en marge de sa participation au 18e Conseil des ministres de l'énergie des pays membres du Pôle énergie d'Afrique orientale, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younes Ali Guedi, a visité la sous-station d'Isinyar qui abrite la ligne d'interconnexion de transport électrique de 400 kVA reliant le Kenya et la Tanzanie. Accueilli chaleureusement à son arrivée sur le site d'implantation de la sous-station par les responsables kenyans, la société de gestion de ces réseaux, la KETRACO, le ministre Younes Ali Guedi a d'abord suivi une présentation exhaustive sur l'historique de la construction de cette sous-station.
L'objectif poursuivi par le ministre Younes Ali Guedi à travers la visite de ce site était de voir de visu cette importante infrastructure de transport énergétique. Soulignant enfin que le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younes Ali Guedi, a été accompagné dans son déplacement en terre kenyane par son conseiller technique, M. Mahdi Wabeli, et du directeur de l'énergie, M. Goulet Mohamed. Autre actualité de ce soir, l'ambassade du Japon a accueilli une cérémonie dédiée en l'honneur de l'empereur japonais qui fête cette année son 64e anniversaire. L'événement a été fêté en grande pompe. Cet événement a symbolisé les liens solides entre Djibouti et le Japon, renforçant ainsi la coopération dans divers domaines. L'événement a également été marqué par la présence distinguée de personnalités clés. La secrétaire d'État chargée des investissements privés, le ministre de la Santé, le président de l'hémicycle national et les parlementaires, mais aussi des hommes d'affaires et de la communauté diplomatique. La cérémonie était une occasion pour les représentants des deux nations de célébrer l'élan continu de leur partenariat fructueux. Les échanges chaleureux ont mis en lumière les collaborations florissantes dans des secteurs variés tels que l'éducation, les infrastructures, l'économie, la culture et la diplomatie. Je tiens à tous vous remercier d'être avec nous ce soir à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon. Sa Majesté l'Empereur du Japon s'est engagé dans le dialogue avec les chefs d'État et de gouvernement des pays étrangers et il a échangé des mots avec son Excellence, Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, lors de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique en 2019. Sa Majesté l'Empereur joue également un rôle particulier pour le peuple japonais, celui d'un pilier de soutien moral, surtout lorsque nous traversons des difficultés. Comme vous le savez, le Japon reste confronté à un défi majeur depuis le début de cette année. Le 1er janvier, un séisme de magnitude 7,6 a frappé le Japon, notamment la péninsule de Noto, provoquant d'énormes dégâts humains et matériels dans cette région. Immédiatement après le tremblement de terre, nous avons reçu des messages de sympathie de la part de son Excellence Monsieur le Président et Monsieur le ministre Mohamed Ali Youssef. De nombreux Djiboutiens ont exprimé leur solidarité à la population japonaise. On écoute la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Madame Safia Ali Kadile. Le plaisir de vous présenter Monsieur l'ambassadeur, ainsi qu'à l'empereur, au gouvernement et au peuple japonais, mes félicitations et mes vœux les plus chaleureux à l'occasion de la fête nationale. Cette fête nationale est en effet la célébration de l'anniversaire de l'empereur Naruhito, qui, à son ascension au trône en 2019, a déclaré « Je prie sincèrement pour le bonheur du peuple et le développement de la nation, ainsi que pour la paix dans le monde. » Au nom de l'ensemble du gouvernement de Djibouti, je voudrais me faire l'écho de la déclaration de l'empereur et vous souhaiter le bonheur du peuple et le développement des nations djiboutiennes et japonaises, ainsi que la paix dans le monde. Le Japon est un partenaire de premier plan pour la République de Djibouti. Je tiens à remercier le soutien indéfectible du Japon envers la République de Djibouti dans son aide publique au développement. En tant que secrétaire d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé, je me réjouis que l'investissement dans les infrastructures est un domaine ciblé par l'aide au développement du Japon. Le nouveau ferry Djibouti-Tadjoura et les infrastructures y afférentes permettra à améliorer la connectivité des régions et la capitale. Je dois souligner aussi l'accord signé le mois dernier pour le projet de construction d'un nouveau pont de la Palmeraie connectant Djibouti-Ville et la commune de Balbala.
Ce nouveau pont permettra d'améliorer la circulation dans la capitale et le commerce international acheminé de Djibouti vers les régions et les pays voisins. Il illustre parfaitement le partenariat gagnant-gagnant à bien des égards. Je dois aussi souligner l'aide soutenue du Japon dans le domaine de l'éducation, la santé et la sécurité maritime. Je tiens à souligner cet engagement à Djibouti à l'occasion de la fête nationale. Je tiens à vous assurer de ma volonté de continuer à tisser des liens de profonde amitié et de coopération qui unissent traditionnellement Djibouti et Japon, mus par une même volonté de paix, de progrès et de prospérité. Le projet DRESSEA, en collaboration avec l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti, a organisé hier un atelier sur les perspectives climatiques de la saison mars-avril-mai 2024. Cet atelier a été co-présidé par le directeur des grands travaux et également coordinateur de ce projet, M. Mokhtar Mahmoud, du ministère de l'Agriculture, et le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti, M. Mohamed Ismail Nour. L'objectif général de cet atelier consistait de renforcer les capacités des parties prenantes au niveau national sur l'alerte précoce dans la prévision et la gestion des risques liés à la sécheresse et encourager le dialogue et l'échange d'expertise entre les différents acteurs concernés et les sensibiliser. Cet atelier s'avère être ainsi une tribune essentielle pour anticiper, planifier, renforcer la résilience face à la variabilité climatique croissante dans la Corne de l'Afrique, plus particulièrement à Djibouti. Dans un contexte crucial où les enjeux climatiques occupent une place centrale dans nos préoccupations collectives. Les événements météorologiques extrêmes, les phénomènes climatiques inattendus et l'urgence de la transmission vers une économie durable nous rappellent quotidiennement l'importance cruciale de comprendre et d'anticiper les changements climatiques. Comme vous avez constaté ces derniers temps, notre pays est confronté à des risques liés au climat et au changement climatique et ses effets néfastes tels que la sécheresse, l'inondation, la vague de chaleur, etc. et bien d'autres qui ne cessent de causer victimes. Messieurs et mesdames, chers participants, la période de mars-avril-mai constitue une saison pluvieuse importante, particulièrement dans les parties équatoriales de la Grande Corne d'Afrique, où MAM représente 60% du total annuel de précipitations. Cet atelier est également une opportunité précieuse pour encourager le dialogue et l'échange d'expertise entre les différents acteurs présents. L'objectif général de l'atelier est de sensibiliser les secteurs concernés sur les perspectives climatiques de la saison MAM 2024. On écoute un extrait de l'intervention à présent du directeur des grands travaux. Comme vous le savez, la République de Djibouti subit depuis des décennies les effets néfastes des changements climatiques, qui est en effet l'un des plus grands défis du XXIe siècle. À travers, entre autres, la désertification, les sécheresses récurrentes, la perte de la fertilité du sol, l'érosion de la biodiversité, la diminution du pouvoir d'achat des couches les plus vulnérables. Les sécheresses récurrentes qui sévissent dans la Corne de l'Afrique ces dernières décennies ont eu un impact majeur sur les ressources en eau et en pâturage disponibles. Les communautés en milieu rural, dont parmi les plus pauvres, sont directement atteintes par les effets néfastes de la sécheresse et leurs moyens de subsistance se réduisent à des maigres moyens de survie. Ces populations souffrent de manque d'eau en quantité et en qualité suffisante dû à la rareté de la pluie, engendrant une diminution, voire même assèchement des nappes. Également, le manque de pâturage incite les nomades de parcourir de longues distances avec leurs cheptels afin de parvenir à un parcours pastoraux plus verdâtre pour atténuer la perte totale de leurs cheptels. L'objectif général de cet atelier
consiste de renforcer les capacités des parties prenantes au niveau national sur l'alerte précoce dans la prévision et la gestion des risques liés à la sécheresse. Les objectifs spécifiques de cet atelier sont d'une part la sensibilisation des parties prenantes sur le rôle et l'importance des services climatiques, de réfléchir sur les performances et les impacts de la saison passée octobre, novembre, décembre 2023, de présenter les perspectives climatiques régionales consolidées pour la saison mars, avril, mai 2024, afin de fournir une plateforme d'interaction régionale. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé du sport, la Fédération djiboutienne du cyclisme a procédé ce matin à l'occasion du 45e anniversaire du parti RPP à une course à vélo de 45 km. Le coup d'envoi du départ a été donné par le conseiller du secrétariat d'État chargé des sports, M. Abdi, devant l'esplanade du Palais du Peuple. Une vingtaine de jeunes cyclistes ont participé à cette tournée de la course à vélo. Plusieurs clubs ont participé à ce concours, à savoir le club de la garde républicaine, le club des forces armées étrangères. Après la fin de l'épreuve, le jeune Abder Khaire de la garde républicaine a remporté la première place du podium. Quant à la deuxième place, elle a été occupée par M. Issa Mohamed et enfin M. Arfat Ali à la troisième place. La cérémonie s'est clôturée par la remise des trophées et des médailles aux vainqueurs de la main des différents responsables du sport national qui étaient présents à cet événement. Ce matin, nous sommes là pour participer au championnat national du cyclisme avec la Fédération djiboutienne de cyclisme. En ce sens-là, les jeunes ont parcouru pratiquement le tour de Djibouti avec un temps excellent. Le premier a fait 55 minutes 17 secondes, donc je pense que l'espoir est là. Donc, il suffit de travailler, il faut que les gens s'y mettent beaucoup plus et que la fédération, aussi bien que le ministère et les sponsors, investissent sur ces jeunes-là. On écoute la réaction de M. Abchir, le directeur des sports, qui a félicité les jeunes cyclistes du club de la garde républicaine. Cyclisme, c'était une course intitulée Tour de Djibouti. Nous avons commencé depuis le Palais du Peuple et nous avons traversé toute la commune de Razdika et puis après la commune de Blaous du côté sud-est et enfin nous avons contourné la commune de Balbala. Donc c'était une course où les cyclistes ont contourné les 3 communes de la capitale, autrement dit le tour de la ville de Djibouti. Donc la distance heureusement était composée de 45 km et quelques centimes. Donc d'où l'idée de donner le nom de cette course pour l'anniversaire de notre cher parti, les partis RPP, Rassemblement Populaire pour le Progrès. Cette course a mobilisé que les cyclistes élites parce que la distance était non seulement très longue, mais également il fallait monter et descendre. Donc c'est pourquoi nous avons demandé à la fédération à ce qu'ils mobilisent les cyclistes confirmés, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de s'entraîner, ceux qui ont l'habitude de courir régulièrement pendant le week-end. Donc le premier a gagné avec un temps de 55 minutes et 10 secondes. C'est un temps mais vraiment remarquable et je félicite les jeunes Abder Khaire de l'équipe de la garde républicaine. Et les classements par équipe revient à l'équipe de la garde républicaine qui a occupé les 3 premières places. Donc ces jeunes-là sont pour la majorité inscrits et engagés dans les 13e Jeux africains qui vont se dérouler à Accra du 8 au 23 mars. Donc la fédération a sélectionné ces jeunes et aujourd'hui cette course montre que réellement la fédération a sélectionné les meilleurs. Donc ce sont ceux-là qui vont partir à Accra
qui ont gagné. Donc pour nous, non seulement c'est une fierté, mais également ça permet à ce que ces jeunes qui sont inscrits dans ce jeu ont confirmé leur bonne performance en termes. La célèbre émission Djib Talent, produite par la radio-télévision Djibouti, RTD, en collaboration avec le ministère de la Culture, fidèlement attendu chaque jeudi soir après le journal de 20h, s'est tenu hier soir avec une atmosphère beaucoup plus amicale. Hier soir, la fameuse émission culturelle optée pour détecter des jeunes artistes talentueux a tenu sa dernière compétition de la 16e de finale du concours de Djib Talent 2023-2024. Lors de cette soirée compétitive, le duel était entre 6 jeunes candidats composés de 2 filles et 4 garçons. Avec des résultats très serrés, le jeune Hussein Aden se qualifie pour le 8e de finale avec un score de 15/20. Voici sa prestation. La soirée a été animée par les artistes de la RTD ainsi que des stars de la scène nationale, dont Deka Ahmed, et les séances de sketch qui ont été animées par Dilete Youssouf et Hasna. مالتانا نرك برا واحد مالتانا نرك وقاقة وعن وان محسنو مسعى ساهيتا نانو اللي جاينيم في نعكيك اليوك أتود قديم مسعى ساهيتا نانو اللي جاينيم في نعكيك اليوك أتود قديم Dans cette soirée, le candidat malheureux de la 8e soirée de la 16e de finale, avec un score très encourageant de 14/20, Mohamed Saïd, a été réintégré à la course. Mohamed Saïd a été le seul et unique candidat de la version Afar éliminé avec 14/20 de points. Donc, la commission d'organisation a décidé de le réintégrer. Ce jeune artiste talentueux et discipliné depuis son entrée à la compétition. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, à Gaza, des corps et des blessés ont été transportés dans un hôpital à Gaza après que les soldats israéliens ont tiré sur une foule de Palestiniens qui attendaient de l'aide selon des émissions. Selon des témoins, des images de l'hôpital Al-Shifa montrent des hommes soignés à l'étage de l'établissement. Parmi les blessés se trouvait Kamel Abou Nahel. Il a expliqué que lui avait tiré dessus alors qu'il allait chercher une partie d'aide. Cette attaque a fait 280 blessés et plus de 100 morts, ce qui porte le nombre de morts à plus de 30 000 personnes depuis le début de la guerre, selon les autorités sanitaires. Les organisations humanitaires affirment qu'il est devenu pratiquement impossible d'apporter une aide humanitaire dans la majeure partie de la bande de Gaza
en raison de la difficulté de coordination avec l'armée israélienne, des hostilités en cours et de l'effondrement de l'ordre public. Les foules de personnes désespérées se ruent sur les convois d'aide. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.